fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. La Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale comporte un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 106 articles. Les institutions de la République, les forces vives de la nation, les gouverneurs de région et les Maliens établis à l'extérieur prennent part aux journées de restitution du document. Le projet de la Charte sera remis ce mardi 22 juillet 2025 au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les forces armées maliennes restent debout. Elles poursuivent leur mission de sécurisation du territoire, assurance donnée par le commandant de la zone de défense numéro 7, mettant ainsi fin au cabale contre les FAMA concernant d'éventuelles menaces sur la ville de Kidal. De l'autre côté, les responsables du Conseil supérieur des Imgad et alliés démentent également leur adhésion au Front de libération de l'Azawad. Le Centre Ndomo, un modèle de création d'emploi et de valorisation de nos cultures. Le promoteur du centre est le parrain du mois de juillet dans le cadre des activités de l'année de la culture. Boubacar Doumbia était hier face aux étudiants et acteurs culturels pour un partage d'expérience. Le Centre Ndomo, une entreprise sociale et solidaire basée sur la promotion du Borolan. Ce soir, nous allons faire une immersion dans le centre culturel Senoufo de Sikasso, non pas pour parler des 1600 objets d'art exposés dans le centre, mais singulièrement du kalao. Il s'agit de cet oiseau de bon augure qui symbolise la sagesse, la clairvoyance. Le kalao, un héritage ancestral que les passionnés s'efforcent à préserver jalousement. Dimanche, rime avec culture sur ORTM1. Bonsoir et ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information. Le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale sera remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ce mardi 22 juillet 2025 au cours d'une cérémonie officielle. En attendant, les institutions de la République, les forces vives, les gouverneurs de région et les Maliens établis à l'extérieur s'approprient le contenu du document. C'est à la faveur des journées de restitution initiées par la commission en charge de la rédaction du dit projet. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation au Centre international des conférences de Bamako. C'était en présence de Mamari Koné et de Aliou Touré de la primature. Après plusieurs mois de réflexion et d'échanges avec l'ensemble des couches de la population du Mali, le moment est venu pour la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale de restituer les conclusions des travaux. À cet exercice de 3 jours sont conviés les forces vives de la nation, les délégués des Maliens établis à l'extérieur et les gouverneurs de région. Il s'agit de jeter un dernier coup d'œil sur ce travail qui restera un travail d'humain, mais conçu par des hommes et femmes, experts de la commission, avec leurs expériences de longues années dans des domaines professionnels pointus, leur patriotisme à l'appel du devoir. Le fruit de leurs réflexions, ajouté au produit de contribution des forces vives, apporte sans aucun doute la lumière nécessaire pour éclairer le chemin
vers une paix durable dans notre pays. Cet atelier auquel nous sommes tous conviés a pour objet de faire la restitution de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La charte est un document de référence rédigé par une cinquantaine d'experts et est destiné à consolider la paix et à renforcer la cohésion nationale. Le projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale est conçu dans un contexte de crise multidimensionnelle et de conflits persistants. Tel que le souhaite le chef de l'État, qu'il a initié, il doit contribuer à l'éveil de conscience, à la moralisation de la vie publique et à la reconstruction nationale dans la paix retrouvée. Il constitue un guide pour le renforcement de la paix, de la sécurité, de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de l'unité nationale. Après avoir rappelé les péripéties qui ont amené le président de la transition à mettre fin à l'accord d'Alger, le Premier ministre a salué la démarche inclusive de la commission de rédaction avant de déclarer que l'atelier de séjour est une occasion de familiariser davantage les acteurs sociaux et institutionnels avec le contenu du projet de charte. C'est effectivement un lieu de conception de la stratégie de mobilisation pour l'appropriation et l'opérationnalisation de ces dispositions. En conséquence, nous devons œuvrer chacun et tous sans relâche pour écrire ensemble cette nouvelle page afin de rendre irréversible la nouvelle approche endogène du processus de paix basée sur les valeurs sociales et culturelles maliennes pour refonder l'État et recoudre le tissu social. Mesdames et messieurs les participants, je vous exhorte au cours de vos débats et réflexions à avoir comme repère l'attachement du peuple malien à son unité, à son histoire, à sa diversité et à ses valeurs socio-culturelles. Je vous invite également à faire des 3 principes directeurs de l'action publique spécifiés dans l'article 34 de la Constitution de notre pays, votre boussole. Mesdames et messieurs les participants, au regard de la pertinence de l'objet de l'atelier et de la qualité des participants, je suis convaincu que vos travaux porteront les fruits de leurs promesses et cela se fera à travers l'appropriation de ce précieux instrument de référence pour toutes les initiatives, les actions et activités qui concourent à la paix, à la sécurité, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Le Premier ministre a adressé ses félicitations à l'ensemble des couches de la nation pour leur participation de qualité au processus. Il a également rendu un hommage mérité à nos femmes ainsi qu'au président de la commission de rédaction du projet de charte. Au nom de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, je souhaite à ce stade de mon propos rendre hommage à une personnalité qui a le Mali chevillé au corps. Cet homme d'État a dédié avec foi et dévouement tout son courage et toute sa santé au Mali. Il incarne l'approche nationale du processus de paix au Mali, alliant dialogue inclusif, consultation terrain, gouvernance éthique et appropriation citoyenne, homme de principe très rigoureux. Votre leadership, tout au cours de la rédaction de la charte, vise à offrir un cadre durable pour construire une paix stable fondée sur la cohésion nationale, la sécurité et un vivre ensemble aux populations maliennes. Je vous prie d'applaudir M. Ousmane Issoufi Maïga, président de la Commission. J'associe à cet hommage l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, nos FAMA qui veillent à chaque instant à l'intégrité territoriale de notre pays, à la sécurité des personnes et leurs biens. Elles préservent notre liberté et notre souveraineté. Le projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale comprend 116 articles, 16 titres et 39 chapitres. Le document final sera remis au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. À présent, le contenu de ce communiqué. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, M. Yacouba Katile, informe les conseillers de la République, les membres associés et les invités que la cérémonie solennelle d'ouverture des travaux de la 5e session extraordinaire de la 6e mandature du Conseil est prévue pour le lundi 21 juillet 2025 à 10h au siège de l'institution à Koulouba,
Mise en place terminée 9h30. Cette 5e session extraordinaire sera consacrée au renouvellement partiel des membres du bureau. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, M. Yacouba Katile, s'est compté sur la présence effective de tous les conseillers de la République, des membres associés et des invités. Les séances du Conseil économique, social, environnemental et culturel sont publiques. Nous vous ouvrons les portes du Palais des Pionniers pour vous permettre de connaître le quotidien des apprenants de la 4e cohorte de l'initiative à l'école de la citoyenneté. Ils ont suivi les exposés des ministres en charge des transports et son collègue de la Refondation. Les échanges interactifs ont permis aux jeunes d'approfondir leurs connaissances sur les réformes au niveau de ces départements. Ils ont été invités par les ministres à être des modèles dans l'édification du Mali. Le reportage de Youssouf Diakité. Engagement, patriotisme et don de soi, voilà les maîtres mots de ce panel animé par le ministre des Transports et des Infrastructures. Ici, Sissoko Madina Damele a dévoilé les grands chantiers de son département. L'objectif, c'est de permettre à la jeunesse de mieux cerner le fonctionnement des affaires publiques. Ce cadre permet de donner l'information sur ce qu'on est en train de faire réellement comme travail, chacun dans son secteur, et profiter pour sensibiliser, conscientiser si possible, informer les jeunes sur les grands projets au niveau de nos pays. La jeunesse, dit-elle, se caractérise par la compétence, la détermination et le travail acharné, bien sûr avec intelligence au service de la nation. On leur demande d'être engagés, des citoyens engagés et d'être des citoyens patriotes et de se préserver eux-mêmes. Parce que pour qu'un jeune puisse travailler, il faut que les jeunes soient en bonne santé. Le deuxième panel a porté sur la refondation de l'État, un programme pour déjà renforcer les acquis avec une meilleure conduite du changement engagé par les autorités. J'ai parlé de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui est une stratégie élaborée par mon département et qui est mise en œuvre par différents acteurs, pas seulement le ministère de la Refondation. Mais avant ça, j'ai parlé du cadre stratégique de la Refondation. Le cadre stratégique de la Refondation qui est comme la boussole, n'est-ce pas, de la plupart des départements ministériels, dont le ministère a eu à initier l'élaboration avec les autres départements et qui contient les 517 recommandations qui ont été adoptées lors des ANR en 2021. Le chef de l'État a bien fait de faire adopter, n'est-ce pas, ce programme national d'éducation aux valeurs afin qu'on puisse enseigner aux enfants en classe, par exemple, dans le cadre de certains modules, nos valeurs afin que les enfants puissent les respecter, que les matières comme ECM, la morale, que tout cela soit enseigné dans nos écoles. Il s'agit au finish d'avoir des citoyens modèles engagés au service de leur communauté. Depuis un certain temps, des cabales médiatiques sont menées contre les forces armées maliennes relatives à des prétendues menaces sur la ville de Kidal. Ces allégations des terroristes et leur soutien sont fausses. Le commandant de la zone de défense numéro 7 rassure les populations que les forces armées maliennes poursuivent leur mission de sécurisation du territoire en parfaite symbiose avec la population de la 8e région administrative du Mali. Notre reporter Sidi El-Medi Ag Al-Baka a suivi des convois des FAMA et rencontré des citoyens suivant son reportage. La 8e région administrative du Mali, libérée avec bravoure depuis le 14 novembre 2023 par les forces de défense et de sécurité maliennes, affiche un calme olympien face aux nombreuses campagnes d'intoxication des groupes armés terroristes et leurs alliés. À Kidal, les forces vives requinquées salient le professionnalisme des FAMA sur l'ensemble de la 8e région. Nous sommes très rassurés par rapport aux actions de nos FAMA et tout ce qui concerne les actions de sécurité et les missions régaliennes d'armée et nous sommes prêts à l'accompagner. La population de Kidal soutient l'armée malienne et nous sommes avec elle. C'est Dieu et elle qui nous protège ici. À travers les responsables politiques, à travers les responsables communaux, à travers les responsables administratifs, il y a une symbiose magnifique entre les forces armées de sécurité pour la simple raison que
tout ce que nous faisons est partagé avec les forces de sécurité. Tout ce que les forces de sécurité font aussi est partagé avec nous. Concernant cette cabale de messages de propagande diffusés via les réseaux sociaux par les groupes armés terroristes, le commandant de la zone de défense numéro 7 dément formellement. Ces derniers temps, les groupes armés terroristes ont amplifié la campagne d'intoxication, de désinformation et des campagnes mensongères dans le but de créer la confusion au sein de la population, de s'aimer également la panique. Et je tiens à démentir formellement l'existence d'une telle menace sur la ville. Et je profite de l'occasion aussi pour inviter au calme et à la sérénité l'ensemble de la population de la région de Kidal en général et celle de la ville de Kidal en particulier sur le fait que les femmes restent debout. Elles poursuivent leur mission régalienne de sécurisation des personnes et des biens, de sécurisation également des axes routiers logistiques entre les grandes villes de la région. Plusieurs convois de FAMA longent le territoire de Kidal pour renforcer la présence de l'État et détruire le reste des bases des terroristes narcos et leur soutien. Du cercle d'Anefif, Takalut, Agalhok, Ussouk, Tessalit et Kidal, les autorités militaires procèdent au nettoyage total à travers un maillage de notre territoire national pour renvoyer au repos éternel ceux-là qui perturbent la quiétude de nos concitoyens. La région de Kidal s'aligne derrière son armée pour supprimer de son agenda les épisodes 2006, 2008, 2012 et 2014. Les choses ne sont plus les mêmes. Les FAMA montent en puissance et les terroristes terrorisés par la force de notre armée. Ils subissent et perdent la main face à une armée de guerriers qui a fait le serment de libérer le Mali de tous ses ennemis de l'intérieur comme de l'extérieur. Et nous restons à Kidal. Le Conseil supérieur des IMGAD et alliés, également victimes de manipulation. Les responsables démentent avec la dernière rigueur la prétendue adhésion de ces structures au Front de libération de l'Azawad. La coordination des chefs de fraction IMGAD et alliés réaffirme son soutien indéfectible aux autorités de la transition. Nous retrouvons Sidi El-Medi Ag Al-Baka. En posant leur signature sur cette déclaration à Kidal, les responsables du Conseil supérieur des IMRAD et alliés CSA se désolidarisent de la prétendue adhésion aux familles FLA, laquelle adhésion annoncée via les réseaux sociaux au nom de la communauté IMRAD et alliés de Kidal. La coordination des chefs de fraction IMRAD et alliés de la région de Kidal a appris avec stupéfaction ainsi posé communiqué via les réseaux sociaux des ralliements au FLA. Nous apportons un démenti formel à ces allégations sans fondement qui ne visent qu'à s'aimer la confusion et la discorde entre les paisibles populations de la région. Communauté IMRAD de la région de Kidal et ses alliés restent mobilisés et engagés avec les forces de défense et de sécurité dans leur combat pour l'unité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Mali. La communauté IMRAD et alliés dénonce avec la dernière rigueur les actes d'enlèvement, d'agression et d'intimidation orchestrés par les groupes armés terroristes contre les populations civiles dans les localités d'Aguelhok, Takalot et Tassik, qui visent à terroriser les paisibles populations dans l'objectif abject de les pousser à un déplacement massif vers les pays frontaliers. La communauté IMRAD et alliés lance un appel à toutes les communautés sœurs de la région de Kidal, à l'Union sacrée pour la défense de la patrie contre les forces du mal. La communauté IMRAD et alliés réitère leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. C'est en présence de toutes les forces vives du Conseil supérieur des IMRAD et alliés, jeunes et vieux, que leaders communautaires ont réitéré leur soutien sans faille aux FAMA
et au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. L'un des piliers de la refondation, c'est bien la sécurité des personnes et des biens, que ce soit l'État ou le secteur privé. Chacun a un rôle important à jouer. C'est ainsi que Bamako a abrité cette semaine la première édition du Forum national sur la sécurité privée au Mali sous le thème « Enjeux, défis et perspectives de la sécurité au Mali ». Il s'agissait pour les participants de réfléchir sur la gouvernance afin de mieux réguler le secteur. Le reportage de Youssouf Diakité. Cette première édition du Forum national sur la sécurité privée est une opportunité d'échange sur la problématique de la sécurité de façon générale. Selon les organisateurs, sécurité privée et publique sont complémentaires. L'objectif de soutenir et d'attirer l'attention des responsables des sociétés de sécurité privée à mettre un accent sur le changement de comportement, la formation, l'efficacité des services rendus, afin de répondre aux besoins de la société malienne. On souhaite que le gouvernement nous accompagne dans notre démarche, afin que le Mali soit vraiment sécurisé. Selon certains experts de la sécurité, ce forum est une véritable école de formation qui permettra aux participants de maîtriser les différents paliers de la sécurité et les normes exigées en la matière. Ce forum nous permettra de toucher du doigt l'importance de la sécurité privée et nous donnera certainement des directives afin de pouvoir nous améliorer sur le terrain. Il faut vraiment préparer les éléments sur la manipulation, surtout les 3 points essentiels de la manipulation de l'arme, le chargement, le contrôle du chargement, le retrait de la cartouche. Avant, la sécurité privée était comme un simple complément, mais aujourd'hui, c'est devenu un acteur stratégique de la stabilité nationale. L'importance de ce forum déjà, c'est faire comprendre à l'État que nous sommes là, qu'ils peuvent compter sur nous. On a besoin de leur aide, mais que les sociétés de sécurité privée vont jouer leur partition pleinement par rapport à la sécurité du Mali. L'événement est placé sous la présidence du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui de passage salue la mise en route de cette initiative. Nous allons quand même faire en sorte que si les synergies d'action et de collaboration entre les forces de défense et de sécurité va aller au bon train, nous allons éradiquer le phénomène de l'insécurité. Donc le problème de sécurité privée, je pense que c'est réglementé. Et si chacun est dans son rôle, il n'y aura pas d'empêtrement, il n'y aura pas de mixation de forces, mais il y aura quand même une synergie d'action entre les deux entités qui est les forces de défense et de sécurité. Nous sommes complémentaires. À la fin du forum, des recommandations sont formulées, recommandations dont leur opérationnalisation permettra d'alléger les contraintes et de renforcer le partenariat sécurité publique et privée. Après la sécurité, l'énergie, un secteur qui bénéficie de l'attention particulière des autorités de la transition. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, dans le cadre de l'effort patriotique, ce sont 24 milliards de francs CFA qui ont été mis à la disposition de EDMSA pour résoudre la crise énergétique. En plus de l'État, plusieurs initiatives sont prises pour l'accès à l'électricité. Parmi celles-ci, l'organisation de la première édition de la foire internationale dédiée à l'énergie solaire et aux solutions en énergie renouvelable. C'était au stade du 26 mars. Cette foire est dénommée Yelensougou, qui signifie marché de lumière en langue bambara. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'énergie et de l'eau. Tossé Babadjara et Yaya Kone ont assisté à la cérémonie d'ouverture. Suivant. Les jours à venir, une grande partie de la production et la consommation énergétique au Mali sera réservée à l'énergie solaire, une ambition des autorités de la transition. Pour ce faire, il faut des solutions en matière d'énergie renouvelable, accessible et durable partout au Mali. D'où la tenue de Yelensougou, la foire d'exposition des équipements du système solaire. C'est vraiment un cadre qui réunit l'ensemble des acteurs qui évoluent dans le secteur des énergies renouvelables. Bien que l'énergie solaire fait partie des énergies renouvelables, on a mis l'accent sur l'énergie solaire parce que c'est le type d'énergie qui est le plus sollicité par les Maliens. Yelensougou est aussi initié dans le souci de valoriser les innovations locales. C'est pour favoriser également les échanges entre professionnels, décideurs et jeunes entrepreneurs. Cette cérémonie représente pour nous un événement de haut niveau
un événement de haut niveau parce qu'il s'agit de l'énergie solaire, parce qu'il s'agit des énergies renouvelables. Il s'agit aussi de la formation de 100 jeunes sur l'installation de l'énergie solaire et la photovoltaïque. Le département de l'énergie et de l'eau encourage cette initiative visant à soutenir les sous-secteurs de l'énergie. L'organisation de cette foire qui réunit des entreprises, des institutions, des ONG, des innovateurs et des jeunes vient à point nommé. Elle constitue un espace unique d'échange, d'exposition, de dialogue et de collaboration autour d'une transition énergétique juste, inclusive et ambitieuse. Je tiens à saluer particulièrement le volet formation de Yélin Sourou, avec la mobilisation de 100 jeunes maliens autour des métiers techniques liés à l'installation solaire. Ce lien entre énergie et formation professionnelle est un pilier fondamental de toute stratégie de développement durable. Pour cette première édition, une trentaine de stands d'exposition où l'on retrouve tout ce qui intervient dans le système solaire et cela pendant 3 jours. On va dire que le marché c'est assez timide, mais c'est un événement qui a sa première édition. Donc nous sommes là déjà pour encourager l'événement et dire aux initiateurs de continuer sur cette lancée. Et on espère que dans les années à venir, que ça sera meilleur que ça. Les autorités du pays encouragent la pérennisation de cette initiative pour que la population puisse pleinement tirer profit de ces cadres d'échange et de vente promotionnelle des équipements d'énergie renouvelable. Une visite des stands d'exposition a mis fin à la cérémonie. Et nous vous invitons à la découverte du Mali dans toute sa diversité. 2025, année de la culture. Dans ce cadre, le parrain du mois de juillet, Boubacar Doumbia, a animé hier à Ségou une conférence sur le Centre Ndomo, une entreprise sociale et solidaire basée sur la promotion du bon Roland. Plusieurs étudiants et acteurs culturels ont pris part à ces échanges sur le Ndomo, un modèle de création d'emplois et de valorisation de nos cultures. Ramata Konaté et Bakari Traoré de ORTM Ségou ont suivi cette conférence pour ORTM 1. Un modèle d'entreprise textile, artisanale, inspiré de nos réalités culturelles, économiques et sociétales, le cas de Ndomo. Ce thème est décortiqué au cours de cette conférence animée par le parrain du mois de juillet, promoteur du Centre Ndomo, un centre dédié à la promotion du Borolan, une identité de notre culture et calquée sur nos traditions. On s'est référé sur les 3 formes de travail qui existent au niveau de notre société. Et ces 3 formes sont Furubabara, le travail collectif, Djonfurubara, le travail individuel, et Djatgido, le travail de soutien. Et ces formes ont existé chez nous durant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, en les utilisant dans le fonctionnement de l'atelier, on a un résultat impeccable. L'artisan parvient à avoir son propre compte d'épargne et à pouvoir construire, à pouvoir se marier, à pouvoir préparer la retraite et à pouvoir être un citoyen au sein de la société. On a suivi une conférence exceptionnelle sur le Domo. J'ai retenu beaucoup de leçons, des notions sur ma propre culture que je ne savais pas. On a su surtout que le Borola est un habit qu'on peut prier avec. Voilà. Donc ça m'a beaucoup servi aussi. Et vraiment, j'encourage les jeunes à chercher à connaître la culture quand même. On n'est rien sans sa culture. À travers cette conférence, il est question de partager davantage l'expérience du Centre Ndomo pour que les jeunes puissent s'en inspirer. Monsieur Doumbia, c'est une bibliothèque vivante. C'est une personne qui a su lier l'art, l'artisanat et aussi le développement communautaire. Donc, quand on voit même la genèse du Domo dans sa présentation, on voit que ça ne s'est pas fait au hasard. Tout ça, ça part vraiment d'une réflexion. Comment accompagner la jeunesse, comment valoriser notre savoir-faire, etc. Quand on fait le lien, donc c'est sous forme une symbiose entre les deux,
entre les deux, l'école traditionnelle et l'école moderne. C'est pour cela qu'on est là ce matin avec le concours du ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers le ministère de l'Artisanat et de la Culture. On tire beaucoup d'enseignements dans ce qu'il est en train de proposer aux enfants. Le lien entre les deux ne fera que promouvoir le talent dans les deux sens. Cette conférence qui a regroupé des acteurs du monde culturel, des étudiants, se tient dans le cadre du projet 2025, année de la culture au Mali. C'est pour faire de la culture un levier du développement et de la refondation du Mali. Et dans cette dynamique où la culture est mise en lumière, certains endroits de la capitale ont changé de visage grâce aux artistes peintres. Nous constatons des fresques murales un peu partout. Il s'agit des œuvres d'art peintes directement sur un mur. Ces initiatives sont le fruit d'un appel à candidature qui avait été lancé auprès des jeunes peintres. Et ce sont 5 jeunes peintres qui ont été retenus. Chacun partant d'une technique spécifique exprime son talent à travers une thématique bien choisie. Une de nos équipes de reportage dirigée par Mariam Koulibaly a sillonné quelques endroits de la ville aux 3 Caïmans suivants. Muni de ses pinceaux, ses boîtes à peinture et de son petit escalier, Awa Diakité est l'artiste chargé de peindre sous l'échangeur du rond-point ex-Babemba dans la commune 3 du district de Bamako. Ici, c'est une technique de mélange de peinture qui est mise en scène par l'artiste pour plonger les passants dans l'univers des idéogrammes Bambara. J'ai décidé de travailler avec les idéogrammes qui sont un peu les signes parlementaires ancestrales maliens. Bon, plus précisément, ceux qui sont connus, c'est les idéogrammes Bambara et Dogon. Donc moi, je travaille avec 2 idéogrammes Bambara, avec la technique de la répétition et de décoration. Ça parle du savoir-vivre ensemble. D'un endroit à un autre, on retrouve Kalilousso en plein cœur de la commune 2 du district de Bamako avec une autre thématique en rapport avec la cohésion et le vivre ensemble. La phrase que je viens de réaliser, c'est intitulé « Le cortège de la culture ». Quand on regarde, il y a une jeune fille devant tenant le drapeau. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est l'avancée vers l'avenir. Il y a un peul qui tient une calebasse remplie de lait. Ça, c'est la bienveillance et l'hospitalité malienne. Le griot qui tient son goni, lui, c'est le gardien de nos mémoires et de nos traditions. Alors, il y a un dogon avec un masque dogon, le masque Kanaga. Ça aussi, c'est pour représenter notre culture. De l'échangeur de Yirimadjo dans la commune 6 du district de Bamako, au rond-point ex-Babemba à Wolofobougou, en passant par la mairie de la commune D à Missira, ainsi que d'autres liés à Bamako, ces peintures réalisées sur mur et appelées fresques murales sont des réelles sources d'inspiration. Un art extrêmement fascinant pour la population. Il y a 2 jours de cela, je l'ai remarqué. Bon, mais en fait, ça contribue à rendre joli ces différents bâtiments. En même temps, ça procède aussi de l'embellissement de la ville. J'ai beaucoup apprécié ces dessins. C'est bien situé, car au bord de la route et sur le mur de la mairie, les habits portés par les personnages reflètent notre culture. Ça nous renvoie vers la nécessité de transformer notre coton. L'initiative découle du projet Mali Culture 2025, envie de préserver et de véhiculer certaines de nos valeurs sociétales et culturelles. Ces fresques murales s'inspirent de notre histoire, de notre passé glorieux et de notre culture. Donc ce sont des jeunes Maliens qui ont été retenus et c'est pour découvrir ces jeunes talents avec leur savoir, leur savoir-faire et libérer leur génie. C'est des œuvres d'art. Donc chaque artiste a essayé de magnifier son talent à travers ses dessins, ses peintures. Et les artistes étaient libres d'utiliser les matériaux qu'ils veulent. Voilà, donc c'est ce qui fait ressortir une beauté extraordinaire sur les murs et sur les pieds des changeurs à travers Bamako.
Ce projet culturel, qui participe pleinement à l'épanouissement des jeunes artistes et à l'amélioration de notre cadre de vie, mérite une appropriation populaire en vue de favoriser d'autres initiatives du genre. Oui, tout à fait, Mariam Koulibaly. Je vous l'annonçais dans les titres, immersion dans le centre culturel Sénoufo. Nous y sommes. Parmi le milieu d'objets d'art exposés, nous nous sommes intéressés au kalao, un oiseau de bon augure très ancré dans la culture Sénoufo. Cet oiseau symbolise la bravoure, la sagesse, la droiture, l'honnêteté. Sa présence aux cérémonies funéraires est aussi un symbole fort. Le kalao est au centre d'un héritage ancestral que des passionnés s'efforcent à préserver. Voyage dans le centre culturel Sénoufo où tradition et transmission ne font qu'un. C'est une réalisation de Moussokoro Sérémé et de Souleymane Bamba. Dans la cosmogonie Sénoufo, il incarne la sagesse, la clairvoyance, mais aussi la vigilance face aux dérives de la société. C'est cet oiseau dit de bon augure, appelé kalao ou zigua dans la langue vernaculaire sénoufo. Un héritage précieux et mystique, omniprésent parmi les 1600 objets d'art du Centre de recherche pour la sauvegarde et la promotion de la culture sénoufo. Ici, chaque représentation culturelle raconte une histoire, transmet un savoir ou rappelle un rituel oublié. Le kalao est omniprésent parce qu'il y a un lien étroit avec le monde ancestral. Quand vous voyez le kalao, il a une grosse tête. Ça signifie la mémoire, la connaissance. Il faut aller auprès de ceux qui savent pour pouvoir accueillir ces savoir-faire. Et ça se trouve dans les bois sacrés. Il y a le bec là qui est fermé en fait. Il est souvent fermé. Et même il est posé sur le ventre pour être sûr que c'est bien bouclé. On a accueilli la connaissance. Tout ce qu'on connaît n'est pas bon à dire. Et quand vous voyez aussi les ailes écartées, une forme bombée, c'est pour encourager les jeunes à être des travailleurs. Il est tout droit. Il nous apprend la droiture dans tout ce que nous faisons, l'honnêteté. Travailler pour soi-même pour ne pas voler. Ses pattes en bas sont bien posées sur le sol. C'est une interpellation aux jeunes d'être bien enracinés dans ses origines, sa culture, pour pouvoir bien tenir. Et enfin, vous voyez le kalao à tout un dos large. C'est aussi un conseil. Quand tu deviens adulte, quand tu deviens responsable dans la société, il faut savoir qu'a fait un béco. Le kalao se rapporte au rite agraire. D'abord, l'abondance, la faveur d'une bonne pluviométrie. Le kalao se retrouve aussi dans nos rites funéraires. Il est enterré comme les hommes. Bien plus qu'un oiseau dans le ciel des légendes, le kalao est aussi présent dans la matière, dans les formes et dans l'art. Sculpté en bois, porté en masque lors des cérémonies, gravé sur les bâtons rituels ou encore érigé en statue. Et la plus visible d'entre elles est majestueusement perchée au sommet du centre, portée par deux dames sénoufo, figées dans leur posture protectrice. Dans la mythologie sénoufo, il y a des animaux primordiaux. Il s'agit d'un caméléon, la tortue, les crocodiles, les serpents et enfin les kalaos. Et les kalaos, pour les sénoufo, est symbole de la fécondité, la protection et la sagesse. Quand vous voyez sur toutes nos en-têtes, tout ce qu'on a comme production, publication, les kalao y figurent. Traditionnellement, l'on pense que le kalao aussi, il est mort. Sa position de mourir laisse entendre beaucoup de choses. Quand le kalao est mort dans la nature comme ça, là où la face se dirige, son bec là, ces populations auront, en tout cas cette année, des maladies se rapportant à la bouche, à la face, c'est-à-dire des maux de yeux, des maux de dents, des maux de tête,
ainsi de suite. Face donc à la modernisation galopante, il devient impérieux de préserver les pans restants de nos valeurs culturelles au profit d'une génération en perte de repère. Beaucoup de ces espèces-là ont disparu ou sont en voie de disparition à cause de notre nature agraire. Il faudrait que la jeunesse s'en rende compte, que la jeunesse choisisse ce qu'il lui faut et qui est bon pour sa survie. C'est d'imiter tout ce que je viens de dire, ce que le Kalao nous apprend. Si on arrive à apprendre de tout ce que le Kalao nous dit, je crois qu'on ne peut qu'être un bon citoyen, quelqu'un de plus admirable. Pendant que le monde avance à toute vitesse, le Kalao nous rappelle qu'on ne peut construire l'avenir sans entendre les battements d'ailes de nos racines. Et si, au lieu de l'oublier, on apprenait à l'écouter à nouveau? Et le Kalao nous rappelle également que les savoirs traditionnels sont des trésors à préserver. Après Ségou, Sikasso, direction la cité des 333 saints, le mois d'Ashura est émaillé de plusieurs activités à Tombouctou, dont le Koussou Sassara, autrement dit les marmites alignées avec divers mets. Cette célébration culturelle est animée par des femmes dansant au rythme des musiques traditionnelles ponctuées par des plats copieux pour les membres afin qu'ils démarrent la nouvelle année avec joie. Quelle est la symbolique de cette danse? La réponse dans ce dossier signé Najim Baba Sissi. Célébrer le 10e jour de Muharram, Ashura ou Dédéou en son rey, est marqué par plusieurs activités socio-culturelles dans la ville de Tombouctou. Cette grande manifestation appelée Koussou Sassara est mise à profit par les femmes de Tombouctou, constituées en groupe d'âge ou souvent sans distinction, pour danser au rythme des instruments traditionnels. Chaque année, et le 20e jour de Ashura, les générations se retrouvent pour faire le Koussou Sassara. Le Koussou Sassara veut dire une cuisine de multiples qualités de repas. Ces instants ne se limitent pas qu'à la danse. Des plats somptueux sentent dans les couloirs pour que chacune se régale et emporte, si possible, dans une grande cohésion sociale. C'est un moment de cohésion sociale, c'est un moment de retrouvailles et c'est un moment de souvenir parce que ça ne se passe qu'une fois dans l'année et personne ne veut rater cela. Avant tout, chacune de ces femmes a cotisé où un appui est venu d'une personnalité en guise de contribution. Quand l'homme vient de la Mecque, ses femmes, ses mamans, ses sœurs, tout le monde se retrouve avec un tambour traditionnel comme vous le voyez pour l'accueillir et lui faire des bénédictions. Donc le jour où les femmes de la CAFO, avec nos filles, on est allé rencontrer le gouverneur pour lui souhaiter la bienvenue. Donc il dit que c'est maman qu'il ne peut pas les laisser retourner les mains vides. Il nous a donné un veau et 200 000 francs. Et c'est à travers ça, nous aussi, ça coïncide avec le mois de Ashura, on a utilisé cette somme pour organiser le Koussou Sassara. Le conseil aux jeunes filles, aux jeunes garçons, c'est de vraiment perpétuer ce genre de cérémonie chaque année, que ce mois du cousinage soit un mois où les jeunes se retrouvent, les vieux se retrouvent. Koussou Sassara est tout un symbole pour les natifs de Tombouctou, où qu'ils soient. Ils se côtoient dans une ambiance conviviale autour des valeurs culturelles de la mystérieuse Tombouctou. La culture, c'est aussi des initiatives citoyennes pour la conservation de nos pratiques ancestrales. Massiri Kanouté a organisé hier le rituel de changement de statut de ses enfants à Bamako pour valoriser la culture du Kasso. Le RTM, dans ses initiatives de couverture de l'année de la culture, a dépêché une équipe pour cette première journée d'initiation dans la famille Kanouté à Bamako. Tidjane Togo, Adaman Traoré, Mariam Koulibaly et Cheikh Oumar Sangaré vous invitent dans l'univers de la tradition Kassogué. Nous sommes dans la famille Kanouté à Kalabankoro, Bamako. C'est samedi matin, dans le salon, des jeunes filles portant des foulards blancs, bâtons en main, dégageant un air expressif au milieu de leur mère. Elles sont sur le point de changer de statut pour devenir femmes. Jadis, ces rituels sanctionnaient la période de l'excision.
Cette pratique étant interdite par nos lois, elle ne fait pas partie de la présente cérémonie. Une cérémonie qui débute par la purification des jeunes filles à travers le lavage des membres supérieurs et inférieurs. Donc ils ont carrément laissé l'ancien statut. J'étais des enfants, aujourd'hui c'est le passage à l'entrée. Se laver, c'est s'assainir. Donc maintenant elles sont assainies, elles sont propres, ouais, elles sont maintenant aptes au mariage. En même temps que les lavages, les encadreurs défont les tresses des filles. La cérémonie est appelée Mukilo pour les filles, Kurusidingo ou Kurusidon pour les garçons, qui est aussi purifié par les lavages et rasé par la suite. La symbolique est que le garçon porte de nouveaux habits qui font de lui un homme digne. Il doit sauver l'honneur familial en toutes circonstances. Les billets de banque que les garçons reçoivent en cadeau seront repris par ses cousins qui assureront les dépenses de la semaine. Retour chez les filles qui sont bien installées sur de nouvelles nattes. Elles sont tressées avec attention par des femmes de caste. En guise de solidarité à la famille, les voisins apportent des céréales pour la restauration des invités durant la semaine d'initiation. En fonction des moyens de la famille, les parures des grands jours sont portées aux filles pour qu'elles soient belles de la plus belle des manières. Avec cette tresse-là, il doit faire une année. À chaque événement, elle tresse ça. Mais après une année, il y a d'autres tresses qu'on appelle djaritemere. Maintenant, quand une femme se marie, il y a d'autres tresses qu'on appelle tournano. Là, sur le centre, elle est cotée comme ça. Donc, à chaque étape, c'est comme ça. Les nouvelles femmes sont présentées au public. Un pan important de ce rituel est la danse du paradinga, qui englobe toutes les danses célèbres du Rasso. Là, les filles sont portées au cou par leurs cousins pour danser. Ici, tout s'apprend, même les pas de danse. Et la purification continue avec l'encadreur appelé Sema. Après cette initiation, la formation de la jeune fille continue en famille où elle va suivre de près l'exemple de sa mère. De l'origine du Kasso à Tumbi Fara à nos jours, ces rituels nous permettent d'éduquer nos enfants pour avoir des Kassonké dignes au vrai sens du mot. La veille de la cérémonie, il y a eu Baringo, une danse nocturne des femmes et des filles en question. En somme, Massire Kanouté, forgeron de son état et retraité de l'EDM, a reçu l'organisation de ces rituels Kassonké ici à Bamako en vue de vulgariser cette pratique ancestrale. Ça, c'est une réalité qu'on ne trouve qu'au Mali, qu'on doit pérenniser. On remercie Massiré et nous formulons des bénédictions pour nos filles, que le bon Dieu les donne des bons époux, que le bon Dieu les protège. Pour nos garçons, qu'ils aient une bonne femme, mais surtout qu'ils acceptent étudier, mais apprendre à côté des aînés, à côté de leur maman, pour que Karan Félicini. Je suis très ravi de faire cette manifestation. Car un homme, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras jamais où aller. Je tiens à ma source, je tiens à ma tradition. C'est ce qui m'a poussé à faire ça. Et oui, mes petits-fils forgerons sont désormais prêts pour le mariage. Et cet exemple donné par un homme de caste est à encourager en cette année de la culture, comme l'affirme cet adage populaire, je cite, « La culture, c'est comme un jardin. Il faut l'entretenir pour qu'il soit beau et productif. » Fin de citation.
Un rituel qui rappelle aux futures générations l'importance de ses racines et de ses repères. C'était là la page culture de ce dimanche, un voyage dans le passé pour permettre à la jeune génération de se ressourcer et de s'appuyer sur sa culture pour bâtir le Mali de demain. Suite de cette édition après le jingle. Après la promulgation de la charte révisée, place aux campagnes d'information et de sensibilisation afin que les Maliens s'approprient le contenu du document. Ce fut le cas hier à Sibi avec la société civile. L'objectif était de bien expliquer les textes de la charte de la transition. La population de Sibi, nos envoyés spéciaux sont Bouraïma Diallo et Aloubé Koni. Sibi, localité située à 45 km de Bamako, a servi de cadre pour la troisième étape de la campagne de vulgarisation et d'appropriation des textes de la charte de la transition. L'initiative est de l'Alliance malitanien Amata qui veut ainsi apporter sa pierre à l'édifice national à travers ses activités de sensibilisation auprès de la population sur les biens fondés des textes de la charte de la transition. Sibi, reconnu pour son hospitalité et son sens de la citoyenneté, a été la troisième destination du mouvement après Kati et Bagneda. Un choix qui n'est pas fortuit. Les participants étaient constitués de toutes les forces vives du secteur. Les débats ont été très francs et très intéressants. La vulgarisation de la charte révisée a été amplement communiquée et dite par Amata et qui a été bien appréciée par les différents participants. Le but recherché, c'est continuer à vulgariser le contenu de la charte de la transition révisée pour que ceux qui ont demandé, ceux qui ont initié cette révision puissent connaître un peu le contenu de ce document qui est un acte qui complète la constitution du 22 juillet 2023. La population de Sibi ainsi que les autorités administratives ont apprécié l'initiative. Vraiment avec les changements dans la charte, vraiment ça nous a réconforté aujourd'hui parce que nous sommes tranquilles aujourd'hui que quel que soit Alpha Assim va se présenter aux élections. Les événements de 2020, notre pays a engagé une phase de refondation institutionnelle, politique et sociale. Cette transition a redonné au Mali sa souveraineté, sa stabilité et surtout la confiance du peuple envers ses instructions. Cette campagne de vulgarisation et d'appropriation des textes de la charte de la transition se poursuivra les jours à venir dans d'autres localités du Mali afin d'expliquer le bien fondé de la charte pour le grand bonheur des Maliens. L'actualité dans les autres pays de l'AES nous conduit d'abord au Niger. Les girafes, cette espèce d'animal se fait rare en Afrique. Les derniers de l'Afrique de l'Ouest se retrouvent au Niger et précisément à Kouré, dans la région de Tillabéri. Ils sont plus de 1000 dans cette forêt. Une délégation de l'école de guerre du Mali en séjour au Niger a visité le site. Un symbole de la richesse de notre biodiversité. Notre confrère Issa Ousmane Mahamat et Amidou Amadou étaient de la visite. Kouré, vaste étendue au cœur du Niger. Ici, la savane cache un trésor précieux. Les dernières girafes de l'Afrique de l'Ouest de l'espace Perelta. Un patrimoine unique protégé avec ferveur. C'est dans cet environnement naturel du Niger que les auditeurs de l'école de guerre du Mali, accompagnés de leurs camarades du Niger et du Burkina Faso, sont venus vivre une leçon grandeur nature. Conduite par le colonel-major Ibrahima Nomoko, la délégation a été accueillie et guidée sur le terrain de Kouré par le commandant Laminou Seydou, conservateur de la zone.
dans un milieu silencieux, mais rythmé par les pas de ces géants qui, au fil des décennies, ont migré, cherché refuge, pour finalement trouver sécurité ici, au Niger. Un moment d'apprentissage pour ces futurs stratèges militaires. La sauvegarde de cette faune unique est une initiative de l'État, soutenue par ses partenaires, qui fait aujourd'hui figure d'exemple, d'où l'afflux massif des visiteurs sur le lieu. Ici, l'écotourisme est une réalité. Nous sommes là ce matin dans le cadre de notre voyage d'études, où nous avons pu visiter les girafes sur le site de Kouré, l'une des dernières populations des girafes de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons été très émerveillés par ce que nous avons vu, et surtout par l'effort de conservation qui a été consenti par l'État du Niger. Je constate qu'on est passé d'une cinquantaine de girafes dans les années 90-95 à plus de 1000 aujourd'hui, ce qui est vraiment appréciable. Et comme le veut la tradition nigérienne, les hôtes ont été honorés sous une tente chaleureusement décorée, entre musique touareg et notes d'humour. L'agence de promotion du tourisme au Niger, APTN, sous le leadership éclairé de sa directrice générale Khadija Salifou Moumouni, a offert un moment de détente inoubliable. Une manière de rappeler que le Niger reste un pays d'hospitalité, de paix et d'ouverture. Entre armée, biodiversité et culture, cette immersion de l'école de guerre du Mali au Niger prouve que la coopération dans l'espace sahélien rime avec espoir. Espoir d'un avenir où le savoir, la nature et les traditions marchent ensemble, comme les girafes Prelta dans cette brousse tigrée de Kouré. Au Burkina, les chercheurs de plusieurs pays africains sont réunis à Bobo-Dioulasso pour des échanges afin d'améliorer le système de santé et surtout dans la lutte contre le paludisme. Ils ont visité les sites et laboratoires des moustiques génétiquement modifiés de l'Institut de recherche en sciences de la santé de Bobo-Dioulasso. Le reportage de Kassoum Milogo et Salam Dabala. Des autorités de réglementation de la santé, de l'environnement et de la biosécurité, ici, sur les sites et les laboratoires des moustiques génétiquement modifiés de l'Institut de recherche en sciences de la santé de Bobo-Dioulasso. Une visite suivie d'échanges qui vise à améliorer les connaissances et la compréhension technique des chercheurs venus de plusieurs pays de la sous-région. Ce travail ne peut pas être fait au Burkina, ni nulle part en Afrique, tant que la régulation n'a pas un œil là-dessus et puisse effectivement regarder l'ensemble des dossiers qu'on soumet pour être sûr en fait que nous travaillons en conformité avec les standards qui sont édictés ici au pays et au-delà. Plusieurs thématiques entrant dans le cadre du renforcement des moyens et plans de lutte contre le paludisme en Afrique vont être abordés. Je crois que quand on écoute chacun d'entre nous, on peut voir la variété des systèmes de régulation en place. Ça fait une richesse, mais en même temps, ça permet de relever les défis qui existent en termes de régulation dans le domaine. Ça, c'était le premier point très intéressant. Ensuite, les autres points, c'était quoi? De comprendre la technologie GeneDrive. Une telle rencontre va surtout permettre de s'assurer que la recherche utilisant une technologie qui est sujette à beaucoup de défis et, j'allais dire, à beaucoup de questionnements, que la recherche se mène en suivant les règles édictées par le législateur. Des chercheurs venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Ghana, du Niger, du Nigeria, du Togo et du Burkina Faso prennent part à cet atelier sous-régional de Bobo-Dioulasso. Koji Sibi, bonsoir et très heureuse de te retrouver. Bonsoir Awadit Makamara, bonsoir à tous. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, c'est l'heure du sport dans cette édition. Koji, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, outille ces pays membres d'une stratégie en médecine sportive à la faveur d'un séminaire de haut niveau élargi aux 3 pays de l'AES. Oui, les participants vont approfondir leurs connaissances sur les notions relatives à la vie et à la performance des sportifs dans leurs domaines respectifs. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier au Centre international de conférence de Bamako, Siragatou Sissé. La grande famille du sport, toutes disciplines confondues,
parle d'un langage commun, la médecine du sport, à travers 3 piliers essentiels: la prévention, la prise en charge et l'éthique. Le ministère en charge des sports, en collaboration avec le département de la santé et l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA, organise ce séminaire régional d'envergure. Il s'agit de préparer mentalement les sportifs et garantir leur intégrité physique. Nos sportifs sont en effet plus que jamais besoin d'un encadrement médical approprié qui favorise une bonne préparation des athlètes avant les compétitions, mais aussi un accompagnement adapté. Le défi à relever est énorme au regard de la modestie des moyens mis à la disposition de nos médecins sportifs. Ce séminaire a regroupé en plus des 8 pays de la zone 2 de l'ACNOA, ceux de l'AES, pour doter les participants de ressources humaines qualifiées dans l'encadrement médical performant. C'est une très bonne initiative. Nous espérons qu'il y aura encore d'autres initiatives de ce genre-là entre ces 2 acteurs qui sont majeurs aujourd'hui dans le cadre de l'évolution du sport au Mali et en dehors du Mali. Le séminaire supervisé par le Comité national olympique et sportif du Mali et le Centre de médecine du sport prend fin ce lundi au CICB. Et parlons du football féminin. L'équipe championne du Mali est connue à l'issue de la dernière journée du championnat de foot féminin disputé cet après-midi, Koji. Oui, cette équipe championne est bien l'USFAS. Les militaires ont battu cet après-midi l'AS Mandé sur le score de 3-1, réalisant du coup le doublé coupe championnat. Le compte rendu avec Awa Kamisugo. Porté par l'ambition de réaliser le doublé Coupe Championnat, les Jeux de l'ISFAS ont entamé cette dernière rencontre avec détermination et agressivité. Très vite, elles prennent le match à leur compte. À la 8e minute, Safiatou Keita ouvre le score à la suite d'une action collective bien menée. Elle revient à la charge à la 29e minute pour signer son doublé, mettant ainsi son équipe à l'abri. L'AS Mandi, déjà bousculé, encaisse un 3e but à la 33e minute suite à un malheureux but contre son camp de Mariam Samaki. Une erreur qui pèse lourd dans ce match déterminant. Orienta Yansogre donne un mince espoir à son équipe en réduisant la marque à la 36e minute. 3-1. Au retour de vestiaire, l'intensité baisse légèrement, mais le suspense demeure. L'AS Mandé tente de revenir dans la partie, se procura quelques occasions, mais la défense de l'ISFAS reste solide, bien organisée et disciplinée. Aucun autre but ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final. Score final 3-1. Les militaires remportent le championnat national et s'offrent un doublé historique. Coupe Championnat. Ce triomphe vient couronner une saison exceptionnelle pour les ISFASiennes. En plus du trophée de championne, elles repartent avec les médailles d'or plus un chèque de 10 millions de francs CFA. De son côté, l'AS Mandi empoche les médailles d'argent ainsi que 5 millions de francs CFA. Classées 3e, les Amazones de la commune 5 ont reçu 10 millions de francs CFA. Actuellement là où je suis, je me sens dépassé. Et c'est une victoire très importante. On a fait 21 matchs. 19 victoires, 2 défaites, 100 matchs nuls. Ça veut dire que les joueurs ont mouillé les maillots. J'ai perdu, je félicite l'USFAS sportivement, c'est honnête. Ils nous ont marqué 3 buts très tôt et nous, on n'a pas pu agir comme il le fallait. Mais je dis, nous n'avons qu'à nous apprendre qu'à nous-mêmes. Parce qu'on pouvait faire mieux dans ce match, on pouvait faire mieux. Mais malheureusement, ça n'a pas été. J'ai été très impressionné de la qualité des jeux produits par les 2 équipes, que ce soit pour la finale de la Coupe du Mali, que ce soit aussi cet après-midi. Je pense qu'il y a une nette amélioration et je suis sûr que dans les années à venir, beaucoup vont être surpris. Je suis un homme extrêmement heureux ce soir. À la fois, il y a un sentiment de joie, un sentiment de fierté et un sentiment de soulagement. D'abord, cette victoire est due à un travail qui a été conduit par un staff technique performant. Et cette victoire est dédiée à ceux qui sont sur le terrain pour les encourager davantage parce qu'ils sont en train de lutter, ils sont dans une lutte noble. Donc il faut les encourager sur ce terrain. Après avoir remporté tous les trophées possibles sur le plan national, l'ISFAS se tourne désormais vers la phase éliminatoire de la Ligue des champions féminines de la CAF. L'ambition est claire, accéder à la phase des poules et représenter fièrement le Mali sur la scène continentale.
Bonne chance et félicitations surtout à l'équipe de l'Issoise qui est championne pour la première fois en 6 éditions. D'accord. Et on termine avec les nouvelles en bref, Koji. Oui, les Aigles dames de basketball qui sont donc à Abidjan en vue de l'Afro-Basket en amical aujourd'hui. L'équipe entraînée par Oumarou Sidia s'est imposée devant le pays hôte, la Côte d'Ivoire, sur le score de 70-52. Les Aigles dames vont entrer dans la compétition dès le 26 juillet contre le Soudan du Sud. Ce sera ensuite contre le Cameroun, l'autre adversaire des poules, le 28. Par ailleurs, à Ouama, le championnat national de handball donne son coup d'envoi. Ce sera mardi dans la salle Abdelhaman Aïdara du 26 mars. C'est là jusqu'au 9 août prochain. Et les demi-finales de la CAN féminine se joueront aussi mardi avec Nigeria, Afrique du Sud à 16h et Maroc, Ghana à partir de 19h. Voilà, merci bien Koji Sibi pour toutes ces précisions. Page noire de cette édition, le chef du quartier de Niamakoro Dougoukouro, Bakari Traoré, est décédé ce vendredi 18 juillet 2025 à l'âge de 118 ans. Les obsèques ont eu lieu hier à son domicile. Parents, amis et collaborateurs l'ont accompagné en sa dernière demeure. Dossé Babadjara et Oumar Kone ont assisté à la cérémonie funèbre. La chefferie traditionnelle de la commune 5 du district de Bamako est en deuil. Après 16 ans de loyaux services, Bakari Traoré, le chef du quartier de Niamakoro Dougoukouro, s'en est allé ce vendredi. Selon ses collaborateurs, M. Traoré n'était pas seulement un simple chef de quartier. Il a servi la grande mosquée du quartier en tant que muezzin pendant plus de 38 ans. Cultivateur de son état avant d'être muezzin, Bakari Traoré a servi l'armée malienne pendant une petite partie de sa vie. Il était beaucoup attaché à sa religion et était humaniste. Que son âme repose en paix. Je suis imam et l'un des petits-fils du défunt chef de quartier. Il a été le muezzin de mon défunt père imam pendant longtemps dans cette même mosquée. Toutes mes bénédictions à Bakari Traoré. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Avant d'être intronisé en 2009 comme chef de quartier, Bakari Traoré a longtemps été conseiller des 4 chefs de quartier. Humaniste, Bakari Traoré est beaucoup apprécié par ses collaborateurs. Depuis son intronisation, on peut même dire que le quartier a retrouvé ses meilleures façades grâce à ses bénédictions. Sinon, avant, on comparait Niamakoro à Israël. C'était un lieu de bataille. On le remercie infiniment. Que son âme repose infiniment en paix. Bakari Traoré est une référence pour nous dans ce quartier. Il était beaucoup ambitieux par rapport à la réussite de ce quartier. Que la terre lui soit légère. Après la prière funèbre, Bakari Traoré a été accompagné à sa dernière demeure par ses parents, amis, voisins et collaborateurs. Il repose désormais dans la cour familiale. Il laisse derrière lui des veuves et des enfants inconsolables. Paix à son âme, ainsi va la vie. Une grosse perte dans le rang des légitimités traditionnelles, gardiennes de notre tradition. Merci à vous pour votre fidélité depuis Doumanamba, Nongo, Souala, Kafana, Kia et Dandereso. C'est dans la région de Sikasso. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.